lisier et du fumier déversés hier sur la sous-préfecture de Millau dans l'Aveyron. La colère des agriculteurs s'amplifie dans le sud-ouest de la France, comme près de Cestas en Gironde, où l'autoroute A63 a été bloquée. Les éleveurs protestent contre l'abattage de troupeaux entiers de bovins en pleine épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Il faut changer la procédure. Il faut isoler les troupeaux, il faut mettre en quarantaine, il faut faire des analyses de sang, mais on n'abat pas un troupeau parce qu'une vache réagit. La dermatose nodulaire contagieuse, non transmissible à l'humain, se caractérise par l'apparition de nodules et de fièvre. Transmise par des piqûres d'insectes, la DNC est apparue en Savoie en juin. Elle s'est depuis développée dans le sud-ouest. Vendredi dernier, dans l'Ariège, plus de 200 vaches ont été abattues, malgré la mobilisation de manifestants sur place et des heurts avec les forces de l'ordre qui ont marqué les esprits. J'ai jamais senti autant de désespoir, de douleur et de colère chez les éleveurs. S'il y a 6 mois, dès que la maladie est arrivée en France, on avait vacciné les troupeaux, on aurait protégé nos troupeaux et on n'en serait pas là aujourd'hui. Sur le grill, la ministre de l'Agriculture s'est rendue cet après-midi en Haute-Garonne pour lancer une campagne de vaccination d'1 million de bovins dans la région. Avant son déplacement à Toulouse, elle s'est dite prête ce matin au dialogue, mais pas à la suspension dans l'immédiat des abattages. La discussion est ouverte sur ce point. Et je ne veux pas vous donner de réponse catégorique aujourd'hui parce que ce temps de dialogue, il est indispensable. Alors l'abattage systématique qui divise les syndicats d'agriculteurs est-il nécessaire ou inacceptable? Faut-il généraliser la vaccination? Confrontés à des épidémies plus nombreuses, grippe aviaire, maladie de la langue bleue chez les ovins ou dermatose chez les bovins, les éleveurs français sont-ils plus que jamais fragilisés? Voilà pour évoquer cette question. Nos 3 invités. Christian Convert, bonsoir. Vous êtes éleveur laitier, président de la coordination rurale de Savoie et vous êtes l'ancien secrétaire général de la coordination rurale. Vous avez combien de bêtes? 110 vaches laitières et autant d'éleveurs. Très bien. Et selon vous, l'abattage massif des troupeaux est une hérésie. On tue des animaux qui sont sains. Ça n'a jamais fait progresser l'éradication d'une maladie. D'ailleurs, ajoutez-vous, contrairement à ce qui est dit, la DNC, la dermatose nodulaire, donc, n'a pas été écrasée en Savoie. À côté de vous, Jeanne Brugère-Picou, bonsoir, professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort. Vous êtes agrégée de pathologie médicale du bétail. Selon vous, pour arrêter la progression du virus, il faut abattre les troupeaux touchés. C'est la réglementation européenne. C'est ce qui a été fait en Savoie, dites-vous, et l'épidémie est sous contrôle. Il y aura du débat. Et Aurélie Catalo, bonsoir, directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'IDRI. Selon vous, l'élevage français est plongé dans une période de gestion de crise permanente. La question de la gestion des risques n'a pas été suffisamment investie. Une telle crise invite à réinterroger notre modèle d'élevage français. Et on démarre, Benjamin, avec le mot du jour. Oui, c'est ce qui fait débat aujourd'hui. Dépeuplement, c'est donc l'abattage de l'ensemble des bovins d'un foyer dès qu'une infection est détectée. Donc, Christian Convert, vous êtes hostile à cette méthode-là. Pourquoi, précisément ? Ouais, en fait, depuis le départ, on applique un protocole et c'est toujours au nom du protocole que les choses se passent. Donc, on sait quand même, pour le coup, c'est documenté que l'abattage sélectif apporte d'aussi bons résultats que l'abattage total. Nous, on a demandé depuis le départ, avant de passer aux abattages, qu'il y ait des analyses sur l'ensemble des bêtes des troupeaux. Ça nous a toujours été refusé. Donc ça, depuis le premier cas, au mois de juillet, ça continue aujourd'hui. Donc nous, on est persuadés qu'on tue bon nombre d'animaux sains et que c'est pas comme ça qu'on fait progresser la chose, quoi. Jeanne Brugère-Picou, pourquoi ne pas faire du cas par cas, alors, justement ? Parce que quand une maladie aussi contagieuse arrive dans un élevage, on sait très bien que s'il y a un cas clinique, il y a plusieurs animaux qui ont été déjà infectés parce que c'est une maladie vectorielle qui est transmise par des mouches, des insectes, des stomox ou des tans qui sont hématophages. Donc ça passe d'un animal à l'autre. Donc quand vous avez un cas, c'est que vous avez plusieurs cas qui sont asymptomatiques parce qu'ils sont en incubation. Et puis quelquefois, la maladie est assez discrète parce que ce sont des nodules sur la peau. Donc en fait, on part du principe qu'il y a au moins 50% des animaux qui sont touchés. Et surtout, il faut éviter de diffuser un virus quand on est dans une zone indemne. Donc c'est la réglementation européenne qui nous l'impose d'ailleurs. Voilà, donc c'est la réglementation. Mais là, vous venez d'expliquer quand même quelque chose. Là, c'est une image comme ça, j'ai jamais vu. Je sais pas, c'est de l'intelligence artificielle pour le coup. Non, bien sûr que Donc là, vous expliquez quand même que beaucoup d'animaux peuvent être touchés, mais ne montrent pas les signes. Donc, c'est la démonstration même que les animaux, il y en a beaucoup, ils ne sont même pas malades. Ils peuvent être, effectivement, l'incubation peut se faire sans que les animaux soient malades. On a entendu
des conneries à dormir debout, si je peux me permettre. Attendez, moi j'ai vécu ça depuis le premier cas, donc la fameuse exploitation Pierre-Jean Dugène qui a fait l'actualité. Les animaux ont continué de produire, on n'a pas eu tout ce problème-là. Donc c'est pour ça que les analyses restent indispensables. Et pourquoi on nous les a refusées depuis le départ, c'est ça qui nous heurte. Les animaux continuent de produire, vous voulez dire du lait et de la viande? Oui, bien sûr. Qui n'était pas contaminé. Le meilleur thermomètre, c'est le lait. Une bête qui ne baisse pas en lait, qui n'a pas de fièvre du tout. Alors même si on dit que ça diffuse, ça veut dire que les animaux ne sont pas malades. Non, il faut savoir quand même que quand je vous dis que des animaux sont asymptomatiques en incubation, ils vont faire la maladie. D'ailleurs, vous avez donné un très bon exemple, Monsieur Duchesne, parce qu'il a effectivement fait un recours pour éviter d'abattre ces animaux. Et au bout de 13 jours... Monsieur Duchesne est un éleveur. Vous parlez d'un éleveur en Savoie qui ne voulait pas abattre. Donc, il y a eu un recours. Et au bout de 13 jours, le recours a été refusé. Mais lui, il a eu d'autres cas par la suite, justement. Si. Vous n'y étiez pas, j'y étais. J'ai dormi dans cette exploitation dans l'étable pendant 15 jours. C'est dans les journaux. Oui, mais bien sûr. Et donc, il y a eu des cas. Et il faut savoir aussi que ça a explosé au bout de 2 semaines chez ses voisins. Aurélie Catalogue, c'est la méthode préconisée dans ce genre d'épidémie et c'est une obligation aussi dictée par l'Union européenne, ce qui se passe actuellement? Pour l'instant, le cadre légal qui est en vigueur, qu'on peut juger positif ou négatif, c'est effectivement un règlement européen qu'on appelle Loi sur la santé animale qui date de 2021 et qui dit que dans le cas d'une maladie comme ça, la France est tenue d'essayer de faire une éradication la plus rapide possible de la maladie. Il y a un autre paramètre qui est pris en considération par les autorités françaises, c'est qu'ils cherchent à éviter autant que possible des restrictions de mouvement sur les animaux vifs, c'est-à-dire les bovins vivants, qui partent de la France et qui vont à l'étranger. Pourquoi ça ? Parce que la filière bovine française, tant laitière que bovin-viande, dépend quand même pas mal de cette capacité d'exportation d'animaux vers l'étranger. Chaque année, c'est 1,4 million d'animaux qui sortent des frontières de la France vivants. Ça représente à peu près 10% du cheptel français et ça représente aussi 2 milliards d'euros pour la filière. Donc, il y a cette considération économique qui est prise en considération par les autorités françaises. Donc, c'est pour sauver la filière, d'une certaine façon, pour tenter de sauver la filière. C'est un problème, effectivement, qui n'est pas sanitaire, il est surtout économique par rapport à l'exportation. Donc, c'est ce problème-là qui doit être réglé. Et ça, c'est aussi du domaine de la ministre, parce que la solution pour y arriver, ça va être effectivement avec le vaccin. Donc, si on vaccine, si on passe à la vaccination du cheptel français, il faudra parler effectivement de la commercialisation. Et moi, je vais quand même vous dire une chose. Je pense que vous avez fait vos études il y a une bonne 50aine d'années. Donc, faut reconnaître que la science, ça évolue quand même. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une intelligence qui est presque supérieure à la nôtre. C'est l'intelligence artificielle. Vous tapez sur... Là, ça regroupe les avis scientifiques mondiaux. Et aujourd'hui, effectivement, on remet en cause l'évolution et les protocoles de ces maladies qui, de toute façon, elles étaient émergentes. Elles arrivent sur le cheptel bovin, elles arrivent sur les canards, elles arrivent sur les ovins. On ne va pas continuer à éradiquer totalement. Il y a les vaccins qu'on n'avait pas, qu'on a aujourd'hui, qu'on sait qui normalement sont efficaces. On va parler des vaccins après. Donc, il y a quand même cet ensemble de choses à regarder. Et l'impact qu'il y a sur les agriculteurs, bien sûr, ça me semble... Ça veut dire... on va laisser répondre Jeanne Bruguière-Picou. Pour vous, la science est incontestable en la matière. Les connaissances qu'on a aujourd'hui ne sont pas discutables. Oui, c'est pas discutable parce que ce sont des experts européens qui ont édicté ces lois européennes. Et puis, moi, j'étais expert à Bruxelles en 2000-2003. Donc, je sais le travail que l'on fait à ce moment-là. D'accord. Alors, les syndicats sont tout de même divisés sur la stratégie à adopter. La FNSEA, le principal syndicat agricole, est favorable à l'abattage des troupeaux atteints. Vous allez réagir, Christian Convert. On va d'abord écouter son président, Arnaud Rousseau. Si la maladie n'est plus sous contrôle parce que des animaux se déplacent et infectent d'autres régions, d'autres départements, nous serons mis sous cloche par l'Europe, considérant que nous ne sommes plus une zone indemne de cette maladie et que du coup, il faut nous isoler, ce qui conduirait à cesser toute exportation, évidemment de viande bovine, mais aussi tout mouvement d'un certain nombre de fromages. Aurélie Catalogue, comment on explique cette divergence syndicale sur cette question ? Mais je pense qu'il y a une différence de savoir si on cherche à gérer la crise et répondre uniquement à la crise ou si on cherche à résoudre le problème des risques de manière générale. Face à la crise, la solution... La crise donc de cette maladie-là, la dermatose nodulaire. La réponse qui est pour l'instant préconisée de l'abattage total des troupeaux concernés, c'est la réponse la plus, entre guillemets, facile, même si ça n'est pas du tout une solution facile à accepter ou à mettre en place sur le terrain. Et d'ailleurs, à cet égard, l'État prend en charge, enfin dit qu'il va prendre en charge
et les conséquences économiques. Oui. Et l'État, pour l'instant, n'a pas fait d'annonce sur un accompagnement psychosocial des éleveurs qui sont touchés, alors qu'il se joue quand même des drames humains. Donc ça, c'est peut-être un point qui pourrait être mis sur la table. Mais par ailleurs, se pose aussi la question de, on sait que des épizooties, on va en avoir de plus en plus. On sait qu'on est dans des filières d'élevage qui quand même sont largement européanisées, pour pas dire mondialisées. Donc les maladies, elles bougent. Dans un contexte de changement climatique, les maladies, elles arrivent aussi plus vite, elles peuvent rester plus longtemps, etc. Donc il faut absolument qu'on remette à plat de manière plus profonde notre capacité à prévenir, anticiper les risques. Christian Convert, comment vous expliquez cette position de votre collègue, si je puis dire? Il y a un point où je suis d'accord avec lui, c'est par rapport au mouvement. Quand on a un cas, il faut que les mouvements, il faut les figer. C'est exactement ce que demande la coordination rurale et la Confédération paysanne. Alors quand vous dites que c'est le premier syndicat, je suis désolé, mais aujourd'hui, ils font 46% et on fait bien plus qu'eux avec la Confédération paysanne. Donc la représentation des agriculteurs, c'est largement nous aussi. Donc ce qu'il dit, je suis d'accord sur l'histoire des mouvements. Ce qu'on demande, c'est la mise sous cloche des foyers, des exploitations, justement pour analyser. C'est exactement ça qu'on demande. Avant de mettre la France sous cloche, il faut déjà mettre les endroits où il y a le problème sous cloche et étudier ce qui se passe. On n'a aucun recul, vous vous rendez compte, depuis le mois de juillet, rien. Mais alors, rien. Pourquoi on vous les refuse, ces analyses ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Alors, Jeanne Bruguière-Picou, pourquoi on les refuse, ces analyses? Je ne vois pas du tout l'intérêt d'analyser dans un troupeau qui est atteint quand on sait pertinemment qu'il y aura au moins 50% des animaux qui seront avec ce virus, qu'on ne peut pas les différencier et que de toute façon, on prendra le risque de laisser le virus se propager. Alors, pourquoi on ne les a pas tous vaccinés avant, Jeanne Bruguière-Picou? Pourquoi? C'était une maladie qui n'existait pas, donc on ne vaccine pas dans ces conditions. N'oubliez pas une chose, je vous donne l'exemple de la fièvre afteuse. On vaccinait la fièvre afteuse. Mais le jour où les Américains ont dit on ne veut plus de vos bovins parce que vous vaccinez fièvre afteuse, en 2001, nous avons arrêté la vaccination qui n'était pas nécessaire puisque nous n'en avions pas. Alors là, il y a un vaccin disponible. Vous réclamez, vous, la coordination rurale et la Confédération paysanne, la vaccination des 16 millions de têtes de bétail. Non, pas forcément. Cette question doit être posée. Pour l'instant, on vaccine uniquement... 1 million de bêtes. Non, oui, mais on vaccine uniquement quand il y a un foyer. Quand il y a un foyer, on vaccine. Donc, on a dit on va tuer le truc dans les Savoies. Ok, on a tué 1700 bêtes, sauf que vous voyez bien, c'est pas moi qui vous le dis, vous voyez bien que la maladie, elle diffuse en France, dans beaucoup d'autres départements. Donc, premier truc n'a pas marché. Donc après, on va chercher des excuses. C'est peut-être des mouvements de bovins, c'est peut-être, mais c'est peut-être rien du tout. Oui, mais sûrement, mais bien sûr, mais seulement vous pouvez pas le prouver, ni vous ni la ministre. Donc moi, ce que je pense quand même, c'est que c'est vraiment quelque chose de franco-français. On a les sachants, madame, on a les sachants qui forcément sont plus intelligents que nous. Donc, par contre, le terrain. Vous avez été vétérinaire de terrain en rural? Tout à fait. Eh ben, et j'étais professeur. Alors, je faisais des cliniques ambulantes. C'était mon boulot. Eh ben, c'est très bien. Il y a peut-être longtemps. Parce que je peux vous dire que le terrain... pas si longtemps que ça. Jusqu'à 60 pas forcément. Quand on parle du terrain, le terrain, il faut tenir compte de ça. Mais vous ne répondez pas à la vaccination. Si, mais la vaccination, déjà, ceux qui la demandent, il y a une ceinture aujourd'hui. La ministre, elle a bougé. Puisque jusqu'à maintenant, c'était autour des foyers. Là, elle accepte d'élargir beaucoup plus. Donc, le beaucoup plus, on verra jusqu'où il va, mais nous, on veut le moyen d'arrêter de tuer la totalité des troupeaux. Alors, Aurélie Catalo, qu'on comprenne bien, si jamais il y a une vaccination de 100% des troupeaux, ça veut dire qu'on ne peut plus exporter cette viande et ces animaux vivants? C'est ça qui se passe? En l'état actuel de la règle européenne. C'est l'Europe qui décide que pendant 14 mois, on ne peut pas exporter un animal, vendre un animal à l'étranger qui a été vacciné. L'application du règlement européen dont je vous parlais tout à l'heure. Et on peut faire des accords bilatéraux. Après voilà, il y a certaines parties prenantes qui nous disent, on sait qu'il y a certains États membres de l'Union européenne, comme par exemple l'Italie, qui sont très dépendants de nos exportations de bovins vifs, donc eux, ils vont être prêts à faire des concessions, on va pouvoir négocier avec eux. Ça, c'est éventuellement à mettre sur la table. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est quels enseignements nous on peut tirer de cette situation? Pourquoi est-ce que ça nous pose tant de problèmes, cette menace de ne plus pouvoir exporter nos bovins vifs? C'est parce qu'on a une partie de nos vaches françaises qui produisent des jeunes animaux, mais qui ne produisent pas de la viande. On a ces filières d'export et d'ailleurs on doit réimporter 25% de notre consommation de viande bovine. Donc ce que ça peut interroger, c'est aussi, est-ce qu'en France on ne souhaite pas relocaliser ce qu'on appelle l'engraissement de nos animaux? Parce que ça éviterait peut-être une partie des mouvements qui sont nécessaires.
dis pas que c'est une affaire simple que de relocaliser l'engraissement, mais voilà aussi une manière de se dire on serait d'une part un peu plus souverain, ce qui est aussi dans le débat public en ce moment, et voilà aussi une manière de lutter un tout petit peu contre la propagation de maladies, et par ailleurs éventuellement d'œuvrer au bien-être animal parce qu'on évite du déplacement d'animaux vivants. Là, on peut se rejoindre. Alors, vous êtes d'accord avec ça en tant que médecin vétérinaire, mais on voudrait avoir votre point de vue sur la vaccination quand même. Sur la vaccination, c'est évident que la vaccination d'urgence est nécessaire. Le problème, c'est le virus. Il faut arrêter le virus parce que nous ne l'avions pas. Donc, vous avez un foyer, la première chose à faire, c'est éliminer les animaux infectés. Donc, c'est le dépeuplement. Ça a été fait. Et ça a marché. Non. Les Deux-Savoie sont indemnes. Oui. Le Hain est indemne, le Rhône est indemne, parce qu'à partir du 45e jour, après le dernier cas clinique, vous avez, si vous n'avez plus de cas, c'est que ça a marché. Le temps d'incubation, plus... Ah oui, mais en tout cas, ce sont les fêtes. Une chose est sûre, c'est que si vous regardez bien, nous n'avons pas résolu le problème. Par contre, c'est en évolution dans l'Occitanie, puisque nous avons 19 cas dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, vous avez vu ces sauts de puce de 100 km. Oui. Ce ne sont pas des stomachs, ce sont des bétaillères. Ce sont pas des bouches. Mais c'est facile de dire ça, mais enfin, vous ne pouvez pas le prouver. Vous racontez n'importe quoi. Je sors mon fouet. Vous dites ce ne sont pas c'est des bétaillères, c'est pas des quoi? C'est la personne qui se promène avec la bétaillère. Non, ça ne se promène pas. Les agriculteurs et les marchands de c'est le transport d'un animal qui est une véritable bombe à virus, parce qu'on est parti d'un milieu infecté, parce que c'est une maladie très contagieuse, et vous savez bien que ces vecteurs, qui sont des véritables seringues volantes, elles ne feront pas plus de 3 ou 4 kilomètres. Surtout en hiver. Hein. Ah bah, bien sûr, en hiver, c'est encore moins. Alors, on va évoquer avec vous trois d'autres menaces épidémiques, notamment la peste porcine, prochaine épidémie, on en parle avec vous, Anna. Oui, la peste porcine, c'est un virus très résistant, très contagieux, inoffensif pour l'homme, mais fatal pour les sangliers et pour les porcs. Cette maladie, elle se propage elle aussi très rapidement en Europe. Des sangliers sauvages ont été contaminés d'abord en Allemagne, puis en Italie, et c'est maintenant au tour de l'Espagne. 9 sangliers contaminés ont été retrouvés morts en Catalogne, c'était fin novembre. Et l'Espagne, je le rappelle, est le 3e producteur mondial de viande porcine. Elle a donc sorti les grands moyens pour éviter toute propagation du virus. L'armée a été déployée pour désinfecter la zone du parc naturel. Et puis, il y a eu des lâchers de drones pour retrouver rapidement d'autres éventuels cadavres. En France, pour le moment, aucun cas détecté, mais la filière porcine est très inquiète. L'ANSES a rappelé que l'introduction du virus en France serait un danger sanitaire de première catégorie avec des pertes économiques majeures. Et les autorités demandent donc aux éleveurs de respecter les mesures de biosécurité et notamment celle d'installer des clôtures pour éviter le contact entre des porcs d'élevage et des sangliers sauvages. Et d'ailleurs, un éleveur breton de Lanvellec qui ne s'était pas mis en conformité malgré plusieurs mises en demeure a vu les 50 porcs de son élevage en plein air abattus à titre préventif sur décision de la préfecture. Aurélie Catalo, est-ce que ça c'est l'autre épisodie qui nous guette en France ? C'en est une, mais on aurait aussi pu parler de l'influenza aviaire, donc là qui touche la volaille, qui est en cours en ce moment. Et de manière générale, on pourrait faire la liste des maladies animales qui ont touché les différents cheptels français les années précédentes. Ah bah voilà, exactement. L'AMH, la FTO, etc. Il faut juste accepter de considérer qu'on est maintenant dans une période, dans une ère dans laquelle la crise et la maladie animale, c'est la normale. Pourquoi ? À cause de la mondialisation, Effectivement. Alors, parce que d'abord, on met quand même beaucoup plus de moyens sur la gestion de crise que sur la prévention, de manière générale sur la gestion des aléas. Et puis parce qu'on a un contexte effectivement de flux de marchandises qui fait que tout entre et tout sort. Et puis aussi parce que le changement climatique, ça dépend des maladies, mais est quand même facteur d'aggravation du potentiel de propagation ou des durées potentielles de maladies. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, gérons cette crise, c'est absolument indispensable. Il y a une situation très très urgente à laquelle on doit répondre. Mais il y a aussi besoin de considérer que maintenant, les aléas climatiques, sanitaires, géopolitiques de marché, c'est la nouvelle norme. Et donc que notre politique agricole dans son ensemble, elle doit être revue à cette hauteur-là. Et Jeanne Brugière-Picou, ça veut dire quoi ? Réduire les élevages pour réduire les zones de contact, par exemple, avec la faune sauvage, par exemple, dont on dit qu'elle amène ces maladies ? C'est ça, il faut réduire les Ça dépend de la faune sauvage. Regardez, d'abord, la peste porcine africaine. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez dit 700 sangliers en Catalogne. J'en connaissais pas tant.
9. Ah oui, non, 9. il y en a plus. Il y en a 13. En plus, ce sont des sangliers en zone urbaine ou suburbaine, là où il y a le campus universitaire, parce que c'est vraisemblablement une fuite de laboratoire. Donc, et pour le moment, c'est circonscrit sur 6 km. Il faut espérer que ça n'ira pas plus loin. Mais je peux vous dire que l'armée, effectivement, est intervenue. Mais nous l'avons aussi à nos frontières, avec la Lombardie pour la région Capa, et à la frontière Donc la taille en des Allemagne. élevages est en cause ou pas pour vous? Il faut réduire la taille des élevages? Non, ça c'est pas du tout le problème. C'est pas la question. Ce sont les élevages plein air qui risquent le plus à cause du sanglier. Le sanglier, il faut savoir que nous avons en prélèvement plus de 800 000 sangliers, alors qu'on a de moins en moins de chasseurs. Et donc le problème, c'est le sanglier. Il y a trop de sangliers. L'asymétrie On aura peut-être un point d'accord. On aura peut-être un point d'accord. J'ai même proposé qu'on pourrait utiliser la viande de sanglier dans les supermarchés. Mais ça existe déjà, elle est déjà commercialisée. C'est un autre sujet. On a tous les moyens. Mais Christian, c'est un autre. Je reviendrai sur la peste aviaire, que moi j'appelle peste aviaire et non la grippe aviaire. Le problème que nous avons, quand c'est arrivé, n'oubliez pas 2005, c'est arrivé. Et à l'époque, c'était même des oiseaux sauvages, c'était arrivé dans la Dombe. Maintenant, nous avons systématiquement des cas parce que nous avons des oiseaux migrateurs qui nous les apportent. Regardez les grues vers l'élevage du der. Donc on vaccine maintenant des canards depuis 2 ans parce qu'on ne peut pas faire autrement. Christian Convert, non mais pour revenir, quand Aurélie Catalo disait il faut revoir le modèle de l'agriculture française. C'est ce que disent les scientifiques au niveau par rapport au Mercosur, par rapport à l'éventuel traité du Mercosur et par rapport à ce chiffre qu'on a entendu. Pour la première fois depuis 1978, il est possible que la balance commerciale de l'agroalimentaire soit déficitaire. Mais ça vous étonne? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Non, mais ça veut dire que les politiques qui ont été menées ont conduit à ça, tout simplement. Mais je reviens sur les sangliers, ça c'est facile à régler le problème. Avec les drones, on fait ce qu'on veut aujourd'hui. C'est un problème. On dit qu'il y a trop de sangliers, il faut réguler la population et on va régler le problème. C'est une question de volonté, c'est tout. Il y a un moment, des sangliers, il y en a de trop, il faut les éliminer. Donc on peut les commercialiser comme on veut. On est d'accord. On a un point d'accord aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. Aurélie Catalo. Après, c'était quoi le restant de la question? C'était le Mercosur. Comment Mercosur, vous voyez bien, moi je pense que pour la population... Vous appelez à la mobilisation le 18, c'est ça? Le 18 décembre, c'est bien la moindre quand même. On est baladé entre le président, la ministre qui disait non au Mercosur, peut-être qu'ils vont continuer de dire non d'ailleurs, mais que ça va se faire quand même. De toute façon, ils ont donné la clé, Donc, problème de viande, ça se télescope. Alors moi je veux pas être ni complotiste ni rien, mais on constate, c'est les faits. Il y aura moins de viande en France, on continue d'éliminer les élevages, on s'arrange pour en apporter, elle n'aura pas les mêmes standards, pas la même qualité. Même standards environnementaux et vous aurez à manger, c'est tout. Sauf que quand on n'aura plus de paysans, effectivement, ça sera trop tard. Très rapidement, Aurélie Catalo, tout ça vient, cette actualité-là, ça vient dans un traumatisme plus global et cette inquiétude du Mercosur. On n'a rien réglé depuis 3 ans. Oui, tout à fait. Et on voit bien que la réaction, elle est diffuse entre le moment de déclaration de l'épidémie qui a commencé dans les Savoies cet été et le fait que l'explosion, elle survienne plus récemment sur un autre territoire. Ça nous montre que, en fonction des niveaux de revenus, en fonction des implantations des différents syndicats agricoles, en fonction des taux de renouvellement générationnel, etc., il y a des facteurs, des combinaisons de facteurs qui sont plus ou moins favorables à la reprise de la contestation agricole. Donc c'est bien à lire dans un contexte qui est un peu plus global que la seule épidémie de dermato. C'est terminé. Je suis navrée, mais on en reparlera. Mais l'explosion, c'était la Savoie, c'est là où il y a mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce débat tonique. Nous n'avons pas sorti notre fouet.